Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons donc commencer notre conférence, notre masterclass ce matin, un programme assez riche. Je suis Corinne Delatour, hein, votre animatrice, l'animatrice de ces 5 masterclass qui auront lieu dans cet espace. La règle, alors déjà, faites-moi un signe, puisqu'on a un dispositif de conférence silencieux. Faites-moi un signe, levez la main, ceux qui m'entendent bien. Ok, donc le dispositif fonctionne bien. Lorsque nous vous passerons la parole, parce que c'est un peu le principe des masterclass. Hein. Masterclass, c'est on vient apprendre et on va apprendre en posant des tas de questions. Donc on va parler peu, on va parler un maximum 30 minutes dans ces masterclass et puis on vous passera la parole. J'ai une amie qui s'appelle la Catchbox, que vous devez connaître. C'est aussi une façon de briser la glace quand on a du mal à poser la première question. C'est-à-dire que là-dedans, il y a un micro. Je vous l'envoie un peu, je vous fais une passe comme au rugby. Et puis, vous l'attrapez, vous parlez ici, très près. On vous entendra, il sera branché le moment venu. Voilà, ça sera pour l'interactivité. Un programme riche, comme je vous le disais. On va donc commencer par l'habitat durable ce matin. Vous n'êtes pas obligé de rester sur toutes les masterclass. Hein. Vous y allez, vous vous promenez, vous faites votre marché en fonction de vos centres d'intérêt. On parlera ensuite environnement et biodiversité et puis habitat inclusif. On va commencer tout de suite par la première, l'habitat durable. Et je vais donc vous demander d'accueillir les intervenants qui sont avec moi, c'est-à-dire Hakim Lalou, qui est responsable de la coordination des objectifs à la direction des prêts, Thierry Deberle, CDC Habitat, responsable stratégie, énergie et environnementale, direction du patrimoine. Je vous en prie. Jean-Roger Carcel, directeur de l'amélioration du patrimoine à Maison et Cité, et Philippe Pradier, responsable ville durable à la direction de l'investissement. Voilà, donc ce sont nos intervenants. On ne va pas s'installer tout de suite parce qu'on a un invité surprise. On a un invité que l'on va... Vous m'entendez, Robin? Alors, Hakim Lalou, lorsqu'on a préparé cette masterclass, chemin faisant, nous nous sommes dit qu'il nous faudrait un certain nombre d'intervenants sachants pour partager toutes les initiatives que vous développez en matière, enfin que vous encouragez en matière d'habitat durable. Et puis chemin faisant, vous avez fait la connaissance de Robin Rivaton. Je vous laisse nous dire pourquoi vous avez souhaité qu'il intervienne. Oui, absolument. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, ça grésille. Ah bah parfait. Là, vous m'entendez? Ok, parfait. Désolé. Écoutez, merci beaucoup Corinne. Merci à tous de participer à cette masterclass. Et encore un grand merci à Robin d'avoir accepté d'intervenir. L'engagement de la Banque des territoires pour le développement et l'aménagement durable finalement des territoires, on va le confirmer dans les heures qui viennent. Je suis désolé, je vais peut-être enlever ça parce que ça grésille. Effectivement, l'aménagement et le développement durable des territoires, et notre engagement dans cette perspective, on va le confirmer dans les heures qui viennent dans le cadre d'une conférence de presse où on détaillera les détails de nouvelles offres de prêts dédiées à cette perspective, des prêts dédiés à l'aménagement durable en matière de transport, de mobilité, d'éducation et également de gestion et de préservation de la ressource en eau dans le cadre d'une enveloppe globale de l'ordre de 5 milliards d'euros. Mais cet engagement de la Banque des territoires, il est d'autant plus fort en matière de logement social, comme on l'a encore souligné, de manière quasi concomitante avec le lancement de la Banque des territoires en 2018, lancement du plan logement numéro 1 de 10 milliards d'euros, et il y a un mois de cela, l'annonce par Olivier Sichel et Marianne Laurent du plan logement numéro 2, avec 5 milliards de prêts nouveaux et une souscription de 800 millions d'euros de titres participatifs. Donc voilà, un engagement qui est fort. Et avant de rentrer dans les détails de ce qui a été concrètement fait sur le terrain grâce à la Banque des territoires au cours de l'année qui a passé, eh bien, il nous semblait intéressant de prendre un peu de hauteur de vue et d'avoir une vision, une analyse des dynamiques qui sont actuellement à l'œuvre, des opportunités, également des difficultés auxquelles il va falloir répondre au travers de notre offre. Donc voilà, Robin, un grand merci
intervention. Peut-être du coup quelques mots pour vous présenter. Robin Rivaton est essayiste. Il a d'ailleurs publié il y a quelques semaines un livre qui est passionnant, La ville pour tous, qui traite de ces dynamiques de moyen et de long terme dans le domaine du logement. Il est directeur général de l'association Paris Région Entreprises, cofondateur de la Real Estate, non? Voilà. Et peut-être pour conclure justement sur cette dimension innovation, il est actuellement commissionné par Julien de Normandie pour mener une mission afin de faire un état des lieux et également un certain nombre de propositions en matière de révolution numérique dans le domaine de la construction d'une part et de l'immobilier, dans l'immobilier de manière plus générale. Merci encore pour ta participation et je te passe la parole. Voilà, on vous laisse 6 ou 8 minutes pour un pitch, mais ça vous en avez l'habitude. On vous retrouve tout de suite. Bien, bonjour à tous. Merci pour cette introduction et la possibilité de faire ce pitch. Alors, je ne suis plus le directeur général de l'agence d'attractivité de la région Île-de-France, mais effectivement, on a créé quelque chose qui s'appelle Real Estate, qui est aujourd'hui la plus grande communauté des startups de l'immobilier et de la construction et qui permet aussi de faire évoluer ce segment-là, cette industrie-là, qui est parfois perçue comme un peu stagnante, conservatrice, pas toujours moderne et qui pourtant fait face à de grands défis. Et c'est tout l'esprit de la mission accélération de la transformation numérique du bâtiment qui nous a été confiée par Julien de Normandie et à titre de laquelle, de cette mission, nous allons rendre d'ici le mois de juillet un premier rapport dédié à l'industrialisation de la construction et comment aujourd'hui nous avons des méthodes de préfabrication, de construction en amont, de construction en usine, de hors-site, comme on l'appelle aussi, qui permettent d'accélérer les chantiers, qui permettent de les rendre plus qualitatifs également, en déplaçant une partie de l'opération et des opérations de construction, non pas sur le chantier, mais dans des lieux de production, dans des usines, où on va pouvoir préfabriquer, bâtir des pans entiers des immeubles en construction ou en rénovation assez logiquement. Donc c'est un peu l'esprit de ce rapport. Dans la proposition de la table ronde qui est celle aujourd'hui sur le bâtiment durable, ce que je veux dire et ce qu'on essaye de porter comme message, c'est que la révolution technologique et la révolution numérique permettent aujourd'hui d'envisager concrètement de mener des opérations de rénovation et de construction de grande ampleur à des coûts de plus en plus réduits. Donc on a sur la rénovation tout un ensemble de techniques et de technologies, notamment issues des Pays-Bas avec l'initiative Energy Sprong, mais qui commence à se développer en France, et avec l'idée de se dire qu'on peut réisoler, en tout cas repackager un bâtiment depuis l'extérieur avec une isolation extérieure. On voit bien que l'isolation intérieure est un processus souvent complexe, qu'il faut traiter appartement après appartement, qui veut dire que ça oblige à ce qu'on ait des immeubles qui soient souvent en monopropriété. Ça rend les travaux compliqués quand il y a des gens qui sont occupants des immeubles. Et donc ces nouvelles solutions de production en usine, de préfabrication des modules permettent d'envisager une nouvelle enveloppe, une nouvelle isolation du bâtiment par l'extérieur, et tout cela avec des coûts qui diminuent de plus en plus rapidement, puisqu'on est vraiment sur une logique d'industrialisation et donc de coûts marginaux décroissants. Une fois qu'on a appris aux équipes à travailler sur des processus ou des procédés de fabrication, on voit bien que ça permet de faire baisser ses coûts. Et aujourd'hui, on a le même chemin qui est en train de se dessiner pour la construction neuve. Vous avez entendu parler sans doute de l'expérimentation autour de l'impression 3D de maisons qui a été menée à Nantes. Elle se développe un peu partout dans le monde. Il y a récemment eu au Brésil plus de 160 logements, notamment des logements d'accession à la propriété, qui ont été produits avec cette méthode-là. Ça a beaucoup de limites également. On est souvent sur de la production de logements individuels et pas forcément du logement collectif. Mais c'est de nouvelles méthodes qui permettent d'envisager de produire à moindre coût du logement. On le voit également aux États-Unis, notamment avec l'utilisation du bois en tant que matériau, où on est capable, alors c'est des acteurs plutôt privés cette fois, mais qui sont capables aujourd'hui de produire des résidences individuelles en bois à coût de
plus en plus réduit, avec seulement un assemblage final sur le chantier qui peut se faire en aussi peu de jours que 3 jours, juste pour assembler le bâtiment. Donc ça, c'est des méthodes de fabrication et de production moderne qui sont très importantes dans l'objectif de production plus, ou en tout cas de réponse à l'attention sur les territoires qui le sont, et sur l'accompagnement de la transition énergétique et de l'amélioration de la performance des bâtiments sur les territoires qui, là aussi, ne sont pas forcément confrontés à de la tension et à de la demande croissante, mais ont besoin de cette évolution. Donc on a vraiment aujourd'hui des nouvelles technologies qui nous permettent de répondre à ces grands enjeux pour permettre de répondre aux défis, donc de produire plus, de produire mieux et de produire avec une moindre empreinte carbone. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que par hasard, vous avez une question pour Robin Rivaton ou est-ce que vous les poserez après? Je peux vous passer le micro. Non, personne ne veut prendre Vous pouvez une rester place. avec nous ou pas? Oui, bien sûr, je reste avec vous. Je suis sûre qu'il y aura des questions tout à l'heure. Restez avec nous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On peut applaudir Robin Rivaton. Je vais demander à nos 4 invités de nous rejoindre, nos 4 intervenants. Hakim, ma première question est pour vous. J'y arrive. Alors, d'abord, on parle ici des... Oui, installez-vous, je vous en prie. On parle ici des actions concrètes qui sont menées par la Banque des Territoires sur l'habitat, sur l'habitat durable. Quel est le panorama, Hakim, de ce que vous pouvez proposer, ce qu'on peut trouver à la Banque des Territoires? Écoutez, peut-être quelques mots pour rebondir du coup sur, l'intervention de Robin Rivaton, et en particulier sur la thèse principale qu'il a développée dans son livre, ou tous les éclairages qu'il a apportés dans le cadre de son livre sur le phénomène de métropolisation, de concentration sur les territoires d'un nombre de plus en plus important d'habitants, de citoyens, et avec des conséquences notamment en matière de logement. Si je devais, dans le cadre des différents éléments qu'il a développés dans le cadre de ce livre, me concentrer sur un ou deux axes. Je retiens en particulier une première dimension qui est celle de l'évolution des modes de consommation, des modes de vision du logement, avec le passage notamment d'un schéma de la propriété à un schéma de l'usus, de l'utilité. Et donc en particulier, pour faire éclairage sur l'action au cours de l'année passée de la Banque des Territoires en la matière, nous avons lancé donc un véhicule d'investissement, Tonus Territoire, qui est un véhicule doté d'une capacité d'investissement de l'ordre de 1 milliard d'euros, dédié au démembrement de propriétés dans le champ du logement social, et avec une double ambition. Soutenir la capacité de production des bailleurs sociaux sans apporter de fonds propres, et on sait que c'est un sujet qui est essentiel dans le contexte actuel, donc la capacité à construire du logement social dans le cadre d'opérations en ULS, démembrement de propriété, sans mettre sur la table de fonds propres, et d'autre part un deuxième objectif qui est celui de finalement d'institutionnaliser le démembrement de propriété dans des volumes qui seront restreints, qui seront encadrés, etc., mais via un tiers de confiance comme la Banque des Territoires. Et puis un deuxième axe qui est développé par Robin Rivaton par rapport justement à ce phénomène de métropolisation, c'est l'évolution extrêmement soutenue du coût du foncier. On a des zones tendues où dans le coût d'un logement social, on atteint un coût du foncier qui est de l'ordre de 40 à 45%, donc des niveaux qui sont extrêmement élevés. Et deux éléments de réponse, ce sont des sujets qui sont importants et qui sont difficiles à adresser, mais deux éléments de réponse que la Banque des Territoires a apportés au cours de l'année qui vient de s'écouler. Je pense en particulier au nouveau prêt qui a été annoncé dans le cadre du plan logement 2 il y a un mois, avec l'octofoncier, donc des prêts fonciers qui ne sont plus accordés au maximum à 60 ans, mais à 80 ans. Donc voilà, c'est en tant que tel une innovation avec un effet concret. Si vous lancez une opération, par exemple, sur du plus, logement social de type plus, eh bien, à trésorerie donnée à la fin de votre plan d'investissement, eh bien, ça vous permet de lancer l'opération avec 8% de fonds propres en moins en tant que bailleur social. Donc un effet qui est substantiel. Et puis, pour faire écho au démembrement de propriété, mais cette fois-ci sur la partie
foncière, eh bien, nous avons en 2018, OS2 2018, eh bien, adapté l'offre de prêt foncier pour permettre d'accompagner le phénomène de dissociation entre le foncier et le bâti en prêtant notamment aux organismes de foncier solidaire et avec un objectif qui est concret, soutenir au travers de ce type de produit eh bien, l'accession sociale à la propriété. Donc voilà quelques éclairages par rapport à la vision, je dirais, stratégique ou aux perspectives qu'adressait Robin Rivaton dans le cadre de son ouvrage qui est très intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Hakim. On avait cette image-là qui montrait un peu le panorama et la façon dont finalement vous êtes présent sur le territoire. Absolument. Juste en 2 mots, et on le mettra simplement en fond d'écran, c'est pour montrer ou souligner finalement le déploiement du plan logement numéro 1 dans les territoires au cours du temps. Et donc on voit, après une appropriation par les bailleurs sociaux suite à l'annonce du plan logement numéro 1, eh bien, qu'il y a une réelle accélération de l'appropriation par les bailleurs et des engagements et signatures par rapport aux produits, pour certains très innovants, qui ont été proposés dans le cadre du plan logement numéro 1. Et donc on voit que l'ensemble des territoires, là où il y a de la demande pour un logement durable, un logement accessible, eh bien, sur l'ensemble de ces territoires sont accompagnés. Bien, donc nous allons maintenant toujours vers l'opérateur, CDC Habitat, Thierry Deverle, Jean-Roger Carcel. Que faites-vous, vous, concrètement, en tant qu'opérateur, pour aller vers un habitat de plus en plus respectueux de l'environnement et durable, du coup? D'accord. Donc, du coup, pour avoir pour partir vers un habitant, Mettez bien le micro sur le menton. C'est le micro sur le menton pour qu'on vous entende. Allez-y. D'accord. Pour engager, en fait, nous, notre objectif, c'est d'assurer la transition écologique et énergétique du parc de logement, qu'il soit social d'ailleurs ou non social. Et comme c'est un travail de longue haleine, dans un premier temps, on doit fixer des objectifs énergétiques et environnementaux à horizon 2020, 2030, 2050. Donc on décline stratégiquement un plan stratégique énergétique et une feuille de route environnementale. Sur le terrain, par contre, on va la définir de façon circonstanciée au territoire, parce qu'on ne va pas rénover ou construire de la même façon qu'on soit à Paris ou à Marseille. Et on ne va pas non plus rénover un logement collectif de la même façon qu'une maison individuelle avec jardin. Il nous reste peu de temps, d'après les scientifiques. Les 10 prochaines années sont importantes pour limiter au maximum le réchauffement climatique. Donc il faut massifier en fait la rénovation. Et donc on a engagé notamment Maisons et Cités, qui est une filiale du groupe CDC Habitat, à travers le RBM, l'engagement pour le renouveau du bassin minier, une rénovation massive d'un parc de logements. Alors Jean-Roger, à vous la parole. Qu'avez-vous fait donc dans le bassin minier? Quelle est l'initiative que vous souhaitez porter à la connaissance de notre public aujourd'hui? Donc Maisons et Cités est un bailleur social un peu particulier, puisque c'est un patrimoine qui est issu à 100% des houillères du bassin minier Nord-Pas-de-Calais, et donc 64 000 logements individuels construits entre 1870 et 1950-1960. Aujourd'hui, 40 000 logements ont été rénovés. Il en reste plus de 21 000 qui ont des étiquettes énergétiques très défavorables, E, F et G, avec des niveaux très élevés de charge. On a sur le bassin minier une population d'1,2 million de personnes. C'est un secteur qui fait 100 km de long, 7 intercommunalités et 2 départements. On a un niveau social qui est en grande précarité. On a 70% de nos clients qui sont en dessous de 60% des plafonds du logement social. On a donc 2 phénomènes qui s'accentuent, la précarité sociale et la précarité énergétique, qui accentue encore cette précarité sociale. Maisons et Cités n'avaient pas eu l'occasion d'accéder à l'ANRU, puisque l'ANRU est plutôt consacré au vertical plutôt qu'à l'horizontal. Et donc Maisons et Cités est allé vers le gouvernement pour débloquer un programme d'engagement pour le renouveau du bassin minier et donc accélérer, comme le disait Thierry, sur les 10 prochaines années, l'impact très fort de ces logements et engager une rénovation de 21 000 logements en 10 ans. Il s'agit, pour la plupart de ces logements, des logements classés au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO. Donc, pas de réhabilitation par l'extérieur, ce qui aurait été peut-être un peu trop simple. Et donc, c'est l'occasion aussi de restructurer ces logements,
leur donner une nouvelle typologie intérieure qui soit plus en cohésion avec le nouveau mode d'habiter d'aujourd'hui. On a un programme très lourd, environ 85 000 € par logement de travaux qui concernent les extérieurs, les aménagements paysagers, le bâti et puis tout ce qui est installation intérieure. On remet tout à nu, l'isolation, le chauffage, l'électricité, la ventilation, les sanitaires. C'est-à-dire que c'est un très très gros programme et on repart sur des logements quasi neufs pour les 50. Moyennant quoi, une belle économie sur les charges. Oui, donc en fait pour nos clients, c'est une baisse de charge quasiment de 600 à 700 € par an, puisqu'on va essayer de pousser les curseurs jusqu'à du BBC rénovation, donc des consommations très faibles. Et à ce titre, donc la Banque des Territoires nous accompagne donc dans le financement de tous ces projets et nous accompagne également sur le développement de projets structurants, puisque l'engagement renouveau bassin minier, ce n'est pas seulement la rénovation des logements, c'est aussi des projets structurants pour les 2 départements. Et également nous permet, sur l'effet de masse de ces 20 000 logements en rénovation, de structurer l'émergence d'une filière d'isolation par le béton de chanvre. Merci beaucoup. Il n'y a pas que dans le bassin minier, il y a aussi un projet emblématique que vous souhaitiez porter, Thierry, c'est en Outre-mer. Territoire Outre-mer. Oui, alors justement, c'est pour illustrer le fait que la rénovation va se passer de façon circonstanciée au territoire. Dans le département d'Outre-mer, il n'y a pas besoin de chauffage. Donc, on n'a pas la même problématique. Par contre, il y a d'autres problématiques. Il y a une autre problématique de climat, oui. Qui est le problème de surchauffe important et donc un possible recours à la climatisation et donc une augmentation des besoins froids et des consommations de climatisation. Or, on ne veut pas climatiser. Alors, quelles solutions vous avez imaginées, envisagées et développées? Alors, aujourd'hui, nous, on apporte un appui et des compétences, notamment pour optimiser l'obtention des certificats d'économie d'énergie pour tout ce qui est ventilation naturelle par des logements traversants ou en travaillant sur la porosité, en mettant des ventilateurs plafonniers, donc ce qui a un impact sur les hauteurs sous plafond. On travaille aussi sur l'isolation des toitures, parce que l'objectif, c'est de protéger les bâtiments d'un ensoleillement trop important, et on travaille aussi sur tout ce qui est le travail sur les coefficients de réflexion solaire, l'albédo des toitures pour éviter les surchauffes, et donc le recours à la climatisation. Également sur les énergies renouvelables. Effectivement, donc il y a tout ce qui est solaire thermique et donc pour l'eau chaude sanitaire, pour lequel, selon les territoires, là encore, on a un apport plus ou moins important. Et là, l'apport de la Banque des Territoires, il se situe où? Alors, il se situe au niveau déjà des investissements et d'apport de CDC Habitat dans les projets des SIDOM, les départements d'outre-mer. Mais aussi sur les compétences qu'on peut apporter, puisque nous avons une expertise dans l'obtention des certificats d'économie d'énergie qui va permettre de financer ces travaux, mais aussi une expertise sur tout ce qui est éco-construction et bioclimatisme. Oui, c'est ça. Vous êtes aux avant-postes de l'innovation du bâtiment, du bâti de demain. Quelles sont les tendances technologiques, techniques, naturelles, que vous êtes en train de développer? Parce que c'est important pour les décideurs dans cette salle de se dire qu'il existe des solutions pour un bâti durable et respectueux. Alors en fait, on est actuellement dans une époque où il y a beaucoup de solutions qui émergent un peu de partout. Donc nous, l'approche, en fait, ce qu'il faut avoir, c'est en 3 étapes, c'est de diminuer au maximum les besoins du bâtiment. Et là, on parlait de rénovation thermique. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a diminué au maximum ses besoins, ça va être d'utiliser des équipements de production énergétique les plus efficaces et rentables possibles. Donc actuellement, nous, on travaille sur les piles à combustible, donc piles à hydrogène. Expliquez-nous à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Donc en fait, ça va produire de la chaleur et de l'électricité à partir d'un vecteur qui est l'hydrogène. Aujourd'hui, les expérimentations font qu'on prend du gaz pour faire de l'hydrogène et pour produire cette chaleur et cette électricité, mais à terme, vu que l'objectif du gouvernement c'est de développer une filière hydrogène, c'est d'utiliser directement de l'hydrogène pour produire de la chaleur et l'électricité. Le troisième cliquet en fait dont je parlais, c'est l'utilisation des énergies renouvelables. Une fois qu'on est très efficace au niveau du bâtiment, on essaye d'en mettre le moins possible. Le moins possible, oui, une fois qu'on a diminué tous ces besoins. On travaille beaucoup actuellement sur l'autoconsommation photovoltaïque avec l'idée aussi de développer des modèles d'affaires différents selon les régions et selon la typologie des bâtiments pour faire en sorte que ça fonctionne et que ça soit rentable aussi.
Donc on se rapproche de ce que Jérémy Rifkin appellerait la troisième révolution industrielle. Jean-Roger, est-ce que cet exemple de troisième révolution industrielle, vous êtes capable de le démontrer en pratique d'ores et déjà? Alors aujourd'hui, nous avons pu mettre en œuvre un projet labellisé REV 3, donc troisième révolution industrielle, puisque dans le Nord-Pas-de-Calais, nous avons eu la chance d'avoir Jérémy Rifkin qui est venu nous aider à écrire notre charte Nouvelle Révolution. Et à ce titre, donc, une opération de redynamisation de quartier face au Louvre-Lens, une cité minière qui a été mise en projet avec, dans un premier temps, la restructuration de 49 logements pour en faire un hôtel 4 étoiles face au Louvre-Lens, puisque ça manquait au niveau de la structuration comme lieu de centralité. Et puis sur le reste de la cité derrière, un programme de démolition, 102 logements et 49 réhabilitations qui vont permettre de créer un quartier, un éco-quartier REV 3 constitué de plusieurs petits hameaux, et chaque hameau constitué d'une trentaine de logements a son modèle de chauffage en utilisant des pompes à chaleur RO et des panneaux photovoltaïques en toiture. Et le tout est géré sur les principes de Jérémy Rifkin sur l'Internet de l'énergie, avec des smart grids entre les hameaux et une maison des énergies au centre de la cité qui a elle-même une pompe à chaleur de relève et des chaudières et une gestion de l'ensemble des ressources photovoltaïques. Et cette maison des énergies permet de gérer les appels de chaleur ou d'énergie sur les différents quartiers en mutualisant les consommations. Le tout a été réalisé par le biais d'un appel d'offres en contrat de performance avec un élément particulier, 7 € de charge par mètre carré annuel. Bravo. Alors, on le voit, les solutions existent, des mises en pratique sont aujourd'hui existantes également, mais le nerf de la guerre, on le sait bien, Hakim, c'est le financement. Oui, absolument. C'est le financement. Les solutions existent aussi en financement. Je vous laisse en parler. Merci Corinne. Oui, effectivement, pour lancer de belles opérations comme celles qui ont été évoquées par CDC Habitat ou Maison et Cité, l'un des nerfs de la guerre, il y a l'expertise et l'expérience sur le terrain des bailleurs sociaux, mais il y a également l'accès au financement pour mettre en place ces très beaux projets. Et donc, la Banque des Territoires en la matière est pour le coup très engagée sur ces champs-là, avec sur l'année dernière un éclairage de l'ordre de 3 milliards d'euros de prêts qui ont été accordés pour la transition écologique sur les territoires, et plus de 80% qui sont dédiés notamment au logement et logement social. Donc un engagement qui est fort pour lutter contre les fractures sociales mais également énergétiques, et avec cet objectif qui a été cité, qui est très concret, c'est participer à notre niveau à réduire la facture énergétique des citoyens à la fin du mois. Donc c'est du très concret, mais également avec un positionnement qui est particulier. La Banque des Territoires, c'est pas un banquier comme les autres. La Banque des Territoires, c'est un banquier qui est engagé et qui accompagne les politiques publiques. Et donc en l'occurrence, par rapport à l'offre de prêt sur le champ de la rénovation, de l'amélioration et de la rénovation du parc de logement social, certaines spécificités avec d'une part parfois des conditionnalités, et dès lors que l'ambition en matière de rénovation est élevée, eh bien des taux qui sont très attractifs. Bien évidemment, le logement social n'a pas attendu ces discussions pour s'engager sur ce territoire. Ça fait plus de 20 ans que le logement social investit de manière importante pour la rénovation de son parc, pour répondre à toutes les problématiques qu'on a évoquées, et avec un résultat qui, outre la jeunesse relative de son parc par rapport au parc global, eh bien fait qu'aujourd'hui la consommation énergétique kilowatts par mètre carré est de l'ordre de moins un quart par rapport au parc global. Je crois que c'est moins 23%. Donc voilà, un parc qui est plutôt efficient sur le plan énergétique, et encore de nombreux efforts à faire. Mais plus concrètement, voilà, sur le plan de l'offre de prêt, trois axes principaux. Une offre de prêt, je dirais amélioration, qui est l'offre
offres mainstream que l'on a sur table, et deux plus spécifiques. D'une part, des offres de prêts pour les opérations de réhabilitation thermique et des prêts PAM anti-amiante, donc dédiés à la lutte contre l'amiante. Alors pour rentrer plus dans le concret de ces offres et de leur... ça avance, le temps avance. Le temps avance. Très bien. Peut-être 2 ou 3 exemples. J'évoquais l'éco-prêt, donc des prêts qui sont accordés à 15, 20, 25 ans, avec des tarifications qui sont très attractives. Par exemple, à 15 ans, on est à TLA, taux du livret A, moins 0,75%. Donc concrètement, au jour d'aujourd'hui, du 0%. Et dans le cadre du plan logement numéro 2, une augmentation de 1 milliard de l'enveloppe disponible, donc 4 milliards disponibles pour cet objectif. Il y a également le prêt de haut de bilan de deuxième génération, 400 millions d'euros qui seront sur la table, avec un taux à 0% sur les 20 premières années et la possibilité d'amortir par la suite sur épargne réglementée. Peut-être un dernier exemple avec quelques chiffres pour palper le concret. La nouvelle offre à taux fixe qui avait été évoquée, plan logement numéro 1, plan logement numéro 2, près de 2 milliards qui sont dédiés à la rénovation des logements, notamment rénovation énergétique. Et là encore, pour rebondir sur la différenciation entre les opérations financées pour de l'amélioration et les rénovations, notamment thermiques, donc avec une certaine ambition, une différenciation dans les tarifications qui sont accordées sur le mois d'avril, sur le mois de juin typiquement, à 15 ans, sur du taux fixe complémentaire éco-prêt, on est sur du 1,07% sur une rénovation classique et du 0,92% sur de la rénovation thermique. Donc voilà, c'est pour montrer... Donc des investissements massifs. C'est du massif et des tarifications qui sont intéressantes. Peut-être 2 derniers éclairages, j'en resterai là. Oui. Le fait qu'on accorde des prêts... On doit laisser notre public nous poser des questions. J'irai extrêmement vite. Le fait on a Philippe à écouter. On propose des prêts sur ressources européennes, c'est important à souligner, notamment dans le cadre d'un partenariat avec la CEB pour la construction et la rénovation des foyers jeunes travailleurs, le lien entre le logement et le marché du travail. Et un dernier éclairage, on ne travaille pas que sur le logement, mais également pour accompagner la rénovation thermique des bâtiments publics au travers de l'offre Grand Plan d'investissement en conseil et en prêt. Ok, donc la BDT répond en besoin en conseil, mais aussi en financement via son opérateur qui adresse lui-même donc une offre de services opérationnels aux bailleurs sociaux. Mais quelles actions concrètes de la BDT, il est là Ah, c'est le micro que vous voulez. Quelles actions concrètes de la BDT sur le champ également du logement libre et à loyer maîtrisé? Philippe Pradier, de nombreux projets ont vu le jour grâce au programme d'investissement d'avenir. On en a parlé en introduction. Ville de demain, notamment, dont l'État vous a donné mandat. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, avec plaisir, Corinne. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Moi, je vais vous parler donc du programme d'investissement d'avenir Ville de demain. C'est un programme dont l'État a confié la mise en œuvre à la Banque des Territoires il y a quelques années. Ce programme est doté de 700 millions d'euros. J'essaie de vous le présenter rapidement, puis après je passerai à des choses plus précises. Ce programme vise à accompagner l'innovation et la performance environnementale dans les villes. Son objectif, c'est de soutenir des projets démonstrateurs. Le mot démonstrateur est important, vous le verrez tout à l'heure. Démonstrateur de quoi? De la ville de demain, telle qu'on peut l'imaginer. Alors bien sûr, durable, sobre, attractive, inclusive, résiliente, agréable à vivre, etc. J'arrête l'énumération. Mais vous le verrez, ce qui est important quand même, c'est que ce programme, je pense, a servi de pionnier, d'avant-garde en matière d'innovation urbaine. On a soutenu avec ce programme plus de 400 projets dans toutes les composantes de la ville, la mobilité, l'énergie, les services urbains, le numérique, la nature en ville et bien sûr le bâtiment et l'habitat notamment. Et c'est à ce titre que je vais pouvoir vous présenter quelques exemples d'habitat durable, 3 projets en particulier qui relèvent, vous le verrez, plutôt des performances énergétiques et environnementales. Mais encore une fois, ce ne sont que 3 projets parmi les 400 qu'on a soutenus. Le programme a eu bien plus d'ambition, beaucoup plus large. Il a fallu choisir. Oui, vous m'avez un peu guidé, mais bon. Donc, et moi, j'ai des images, donc vous allez voir. Voilà. Donc, le premier projet, c'est la tour Elitis Danube, qui est située à Strasbourg. Alors, pourquoi elle s'appelle comme ça, Elitis? Parce que c'est le nom du groupe d'ingénierie qui a conçu et développé ce bâtiment. Et Elitis, Danube, parce qu'on est dans le quartier, l'éco-quartier même Danube, qui est un endroit plutôt agréable. Vous voyez, une ancienne friche industrielle qui a été reconvertie, beaucoup de services, une volonté
affirmé de lutter contre la voiture individuelle, son omniprésence. Il n'y a pas de parking en sous-sol de ces bâtiments. Tous les stationnements sont reportés dans des parkings silos pour l'ensemble du quartier. Et bien sûr, une très bonne desserte en transport en commun. On le voit, le tramway passe au pied de la tour. Alors qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel quand même cette tour, parce que d'avoir ce nom particulier? Eh bien, c'est que ces locataires ne payent que vraiment très peu de charges de consommation énergétique. D'après les dernières évaluations qu'on a eues, sur 63 logements de la tour, 37, donc ça fait à peu près 6 sur 10, payent moins de 79 € par an de charges énergétiques. Tous usages confondus, y compris l'électroménager. Donc c'est quand même, me semble-t-il, assez remarquable. Alors comment c'est possible? Eh bien, les raisons sont connues, mais je les répète. Tout d'abord, la conception bioclimatique de la tour, très compacte, des façades plutôt exposées au soleil, et puis au nord, des surfaces réduites. Deuxième chose, la tour, elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme, parce qu'on ne le voit pas très bien là, mais elle est bardée en fait de panneaux photovoltaïques sur toutes les façades et en toiture. Au total, 1200 mètres carrés de panneaux, ça fait quand même 20 mètres carrés par logement en moyenne. Troisième chose, c'est qu'il n'y a pas que la technique. On sait bien, le comportement des habitants est essentiel pour la maîtrise des consommations énergétiques. Et donc, chaque locataire reçoit une belle tablette intelligente avec des applications qui lui permettent de contrôler en temps réel ses consommations. Et puis, dernière chose, c'est assez original, c'est un dispositif d'intéressement qui permet d'encourager les comportements les plus vertueux. Donc, les locataires qui chauffent peu ou qui maîtrisent bien leur consommation, en tout cas, peuvent recevoir une prime qui annule quasiment leur facture. Voilà, si cette tour a vu le jour, bon, à Strasbourg, c'est bien sûr parce que les élus locaux l'ont beaucoup soutenu. Première chose. Deuxième chose, bien sûr, l'ingéniosité de sa conception, c'est quand même assez technologique, il faut bien le dire. Troisième chose, et ça ne me paraît pas complètement anodin, c'est qu'il a fallu trouver des investisseurs qui ont pris le risque d'investir dans un tel bâtiment aussi innovant. Et parmi ces investisseurs, bien sûr, figurait la Banque des Territoires, qui a pris 46% de la structure de la société qui a été créée pour acheter et exploiter cette tour. Alors vous voyez, c'est quand même très beau. Aujourd'hui, on a une petite vidéo en fait. Oui, voilà, je ne sais pas, on n'a pas le temps, vous avez dit, mais bon, on se le permet? Oui. Allez, oui. faites-nous le... Alors, pour éviter ce genre de déconvenus, mieux vaut peut-être se tourner vers des logements adaptés à l'autosuffisance énergétique. À Strasbourg, une tour d'habitation digne de Manhattan domine un écoquartier en pleine construction. Outre son allure futuriste, elle a surtout la particularité d'être équipée de 1400 mètres carrés de panneaux solaires installés sur le toit et les façades sud et est qui prennent bien le soleil. Un dispositif unique au monde qui produit de l'électricité revendue ensuite à un fournisseur d'énergie par le propriétaire de la tour. Un échange de bons procédés qui fait aussi le bonheur. Alors, pour éviter ce genre de déconvenus, mieux vaut peut-être se tourner vers des logements adaptés à l'autosuffisance énergétique. À Strasbourg, une tour d'habitation digne de Manhattan. Voilà, vous avez des images. ouais. Voilà. Donc, on a un autre projet ici qu'on va rapidement évoquer. Rapidement, merci. Donc ça, c'est un projet qui s'appelle ABC. C'est les initiales de Autonomous Building for Citizens, bâtiment autonome pour les citoyens. C'est situé à Grenoble, dans le quartier de la Presqu'île. C'est 62 logements, 42 logements à loyer intermédiaire et 20 logements locatifs sociaux. Ce qui est important quand même de remarquer, c'est comme à Strasbourg, Grenoble essaie de diminuer la présence de la voiture individuelle et donc il n'y a pas de parking en sous-sol. Pareil, les stationnements sont reportés dans un parking silo. Je pense que c'est important de le souligner, c'est qu'il y a certes les prouesses de ces objets en tant que tels, mais ils ne prennent tout leur sens que parce qu'ils sont intégrés dans des stratégies globales à l'échelle des villes ou des métropoles en matière de développement durable et tout secteur confondu, bâtiment, mobilité, etc. etc. Alors quand même, ce que bâtiment a de remarquable, c'est qu'il vise l'autonomie. Alors l'autonomie en énergie, on a vu tout à l'heure à Strasbourg, mais là c'est un peu moins fort, c'est seulement 70% d'autonomie en énergie, mais enfin c'est déjà pas mal. Il y a des grands capteurs solaires, c'est les grandes voiles qu'on voit accrochées sur les terrasses. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'énergie produite, pour le coup, elle est stockée dans des batteries qui sont situées dans le bâtiment. Donc on est dans de l'autoconsommation. Pour l'eau, les capteurs solaires servent aussi à recueillir l'eau de pluie qui est réutilisée, de même que les eaux grises qui sont traitées sur place et réutilisées pour l'arrosage des espaces verts. Et puis le troisième objectif, c'est de réduire
de lutter sur les déchets, parce que c'est un sujet important quand même, les déchets, et de réduire de 40% le volume des déchets ménagers grâce à toute une filière, une chaîne qui commence dans les cuisines avec des traits sélectifs, et puis ça va jusqu'à un composteur pour des jardins potagers qu'on ne voit pas très bien là, mais qui seront autour du bâtiment. Si ce bâtiment a pu voir le jour, c'est parce que beaucoup de bonnes fées se sont penchées sur son berceau, la ville de Grenoble, la métropole, la région, Auvergne-Rhône-Alpes, l'État et bien sûr la Banque des Territoires. Alors nous, on a pu agir de 3 manières différentes. Là, pour le coup, on a fait fort. Premièrement, une subvention du PIA Ville de Demain à l'investissement, parce qu'il y a quand même des surcoûts. Pour des démonstrateurs pareils, il y a des surcoûts. Deuxièmement, des prêts, puisqu'il y a du logement social, on a pu accorder des prêts. Et puis troisièmement, on a accordé une avance d'associés à une société dont on était actionnaire déjà, la société Grenoble Habitat, et qui a acheté le bâtiment qui va l'exploiter. Donc gros soutien, là, vous le voyez, de la Banque des Territoires. C'est un démonstrateur, donc un démonstrateur de sobriété. Les concepteurs ont essayé d'agglomérer les différentes briques de l'autonomie telles qu'on peut les imaginer aujourd'hui, et puis de faire évoluer les comportements des habitants. Alors si vous passez par Grenoble bientôt, sachez qu'à partir de fin juin, il y aura un showroom qui sera ouvert au public et permettra de découvrir le projet et son fonctionnement. Alors on avait aussi un projet à Strasbourg, mais... Ah si. Ah, vous ne pouvez pas me chanter le projet de Strasbourg. Très vite, surtout qu'il reste plus que 3 logements à vendre. C'est la révolte. Non mais très rapidement, allez-y, passez-le, parce que c'est quand même dommage. J'en dis simplement 2 mots. C'est à Strasbourg, c'est le plus haut bâtiment à structure bois de France en ce moment. Il est quasiment terminé. Il va être inauguré mardi prochain avec des personnalités très importantes. Vous devriez en voir les échos dans les médias. Ce qu'il a de particulier, donc, c'est qu'il est le plus haut et il est tout en bois. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'ossature béton, de noyau béton pour les cages escaliers et d'ascenseurs. Il est BPAS, etc. C'est de l'accession à la propriété. Tout est vendu, donc ça marche plutôt bien. Et c'est le même concept, hein, quand même, donc, de quartier durable que pour la tour élitiste. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames ? Oui. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Oui, juste un témoignage, puisque vous avez parlé logement neuf, vous avez parlé logement social. Vous dire également que la Banque des Territoires s'intéresse à la copropriété, puisque la Banque des Territoires est actionnaire d'une société dont je suis président du directoire, qui s'appelle Île-de-France Énergie, et qui accompagne les copropriétés en Île-de-France. Nous sommes une société de tiers financement, donc nous apportons toute l'expertise de maître d'œuvre architecturale, l'ingénierie thermique, et toute l'ingénierie financière, puisqu'en copropriété, monter des projets de rénovation énergétique, c'est assez complexe. Hein. Nous sommes sur des projets au long cours. C'est à peu près 4 années entre le moment où on rentre en relation avec la copropriété et le moment où on livre les travaux. Et la Banque des Territoires nous accompagne depuis 2013, la création de la société comme actionnaire vigilant et extrêmement intéressant, évidemment, compte tenu de son expertise sur les aspects financiers, financement notamment. Et elle nous a accompagnés dernièrement dans l'augmentation de capital que nous venons de mener pour pouvoir exercer le métier, je mets des parenthèses, de banquier, puisque nous sommes société de tiers financement, comme je le disais. Et grâce à des fonds européens, on va pouvoir aider les copropriétés à financer leur projet de rénovation énergétique. Je n'en dis pas plus. Nous sommes mis à l'honneur sur le stand de la région Île-de-France, de la Banque des Territoires, parmi les 3 projets. Nous sommes un des 3, donc... Merci à la Banque des Territoires, notamment à François Elia, directeur régional, et à Fabien Ducasse, membre du conseil de surveillance. Voilà, c'était juste un témoignage. Et puis, venez nous voir, y compris si vous êtes de région, parce qu'on fait des choses très intéressantes en copropriété. Et il y a beaucoup de logements en copropriété, vous le savez, en France. Et la copropriété, c'est pas simple. Merci beaucoup. Et il est où votre stand ? Sur région Île-de-France. Je prends monsieur et je prends monsieur, c'est ça ? Merci. Michel Simon, premier adjoint au maire de Cahors, dans le sud-ouest. Oui, premier adjoint au maire de Cahors. Des propos très intéressants, mais je voudrais me concentrer sur les propos de M. Roger que j'ai trouvé très intéressants. Très intéressant parce qu'il développe à partir de la contrainte UNESCO cette filière sur l'éco-rénovation où il y a tout à inventer. Il y a tout à construire, que ce soit la filière économique, que ce soit l'adaptation à l'ingénierie. Cahors a développé ce concept dans le cadre de la ville démonstrateur que nous étions des 10 villes démonstrateurs de la Caisse des dépôts.
Mais nous avons également développé donc, un pôle de compétences en la matière sur ce bâti ancien. Ce bâti ancien d'avant 1948 représente la bagatelle du tiers du parc de logements en France, dans lequel plusieurs centaines de milliers de logements sont vacants. Et donc nous avons là, et c'est bien l'objectif d'Action Cœur de Ville, dans lequel la Banque des Territoires est partie prenante et un des premiers partenaires à agir. Sachez qu'il y a un enjeu d'investigation vraiment essentiel en termes d'ingénierie. L'ingénierie française n'est pas du tout adaptée en termes d'architecture, en termes de simulation thermique, dynamique, etc., à ces propos-là. Et la filière de l'éco-rénovation, vous développez le chaud-chanvre, nous également, nous travaillons sur cette filière, le chaud-chanvre, la laine de bois, avec un élément important, refaire vivre les cœurs de ville du territoire national est un élément fondamental qui rejoint évidemment cette préoccupation que l'on peut avoir dans le nord de la France. Je voulais apporter ce témoignage parce que je pense qu'il y a un champ d'investigation pour la Banque des Territoires extrêmement important pour apporter un soutien à l'innovation, la recherche et le développement économique en la matière. Très bien, merci. Pour compléter vos propos, nous allons proposer très prochainement d'inscrire une cité donc ancienne avant 48 au futur concours PUCA 3 réhabilitation, qui permettra à toute l'ingénierie volontaire de travailler sur ces cités et de nous proposer des solutions à nouveau innovantes et structurantes pour l'avenir. Alors pour compléter, nous pilotons et nous finissons un programme européen dans lequel la ville de Cahors est accompagnée des villes de Porto au Portugal et Vitoria-Gasteiz au Pays Basque espagnol sur la réalisation de bâtiments démonstrateurs dans nos 3 centres anciens labellisés, que ce soit au titre de l'UNESCO ou autre. Oui, bonjour. Présentez-vous, monsieur. Oui, bonjour. Tout d'abord, je me présente. Paul Dolianqui, maire de la commune d'Apatou, en Guyane. Donc la Guyane, vous savez, se trouve en Amérique du Sud, 8000 km de la métropole. Alors, je trouve que cette réunion, tout d'abord, je vous remercie. C'est une réunion qui est très intéressante pour moi, pour ce qui concerne ma commune. J'aimerais poser 2 questions. C'est que la première question, aimerais savoir, pour bénéficier des constructions de logements sociaux, comme ma commune n'est pas inscrite dans l'OIN, est-ce qu'il y a d'autres pistes pour pouvoir avoir bénéficié de ce genre de financement, ou comment il faut voir avec les bailleurs sociaux? Ça, c'est l'une des premières questions. Et deuxième question, actuellement, nous avons un projet qui est en étude de construction d'un bâtiment administratif. Donc, quelles sont les possibilités d'accompagnement financier que l'on pourrait avoir pour réaliser ce projet? Donc, c'est ces 2 questions que j'ai à vous poser. Merci. Écoutez, moi, le premier élément de réponse, sans botter en touche, c'est bien évidemment de vous rapprocher de la direction régionale de la Banque des Territoires, Antilles-Guyane, qui est à votre entière disposition pour répondre à ce type de questions. Peut-être un premier élément de réponse. Quand vous parlez de l'OIN, l'intérêt national, enfin le zonage international, vous faites référence au zonage ACV, enfin cœur de ville, ou pas? Écoutez, lorsque cela a été inscrit, ma commune était absente parce que l'inscription se faisait par les parlementaires a priori. Et donc, je ne sais pas comment cela a été fait. Mais en sachant que sur ma commune, il y a énormément de demandes de logement. Alors pour le coup, sur le financement du logement social, bien évidemment, il y a un ensemble d'offres qui sont sur table et qui sont voilà, à disposition, que la direction régionale vous développera. Sur le côté ACV, Action Cœur de Ville, il est vrai qu'il y a un zonage qui fera l'objet, donc il y a 222 villes qui ont été identifiées, qui ont été fléchées, des territoires qui vont être encadrés par arrêté préfectoral et dans le cadre desquels eh bien, il y a un ensemble d'actions et de dispositions
dispositifs qui vont être déployés, et notamment en termes de prêts. Il est vrai que pour ce type d'offres, et notamment la partie offre de prêt, donc on a une enveloppe globale de 700 millions d'euros dédiée à l'action Cœur de Ville, ces sommes-là sont conditionnées au fait d'appartenir au zonage qui sera publié par voie d'arrêté préfectoral. Mais sur toute la dimension production de logements sociaux, etc., bien évidemment, il y a toute l'offre qui est sur étagère, à disposition, et donc voilà, que la direction régionale vous présentera de manière plus détaillée pour répondre très concrètement à vos besoins. Bon, ben d'accord. À savoir aussi que s'il n'y a pas de possibilité d'avoir une dérogation de manière pour que ma commune puisse s'intégrer dans cette OIN. Alors, pour le coup, et là ça dépasse certainement mon champ de compétences au sens décision, c'est ce zonage, ces territoires qui sont ciblés ont été décidés par l'État, ils vont être confortés et assis sur le plan réglementaire par ces arrêtés préfectoraux, et il ne me semble pas qu'il y ait de voie dérogatoire par rapport à ce schéma global qui a été retenu. Mais encore une fois, il y a tout un ensemble d'offres, notamment de prêts, qui sont à disposition et que la direction régionale sera très certainement heureuse de vous présenter pour répondre, encore une fois, concrètement à vos besoins. Je vous remercie. Et pour la deuxième question? Donc là, c'était de la construction. Du bâtiment administratif. Alors pour le coup... d'un montant d'environ 4 millions d'euros. D'accord. Là, pour le coup, quand typiquement je parlais de l'offre GPI, Grand Plan d'Investissement, et notamment notre offre de prêt GPI AMB, on est sur de la rénovation thermique de bâtiments publics, avec des tarifications qui sont relativement intéressantes, TLA plus 0,75, mais en l'occurrence, on est bien sur de la réhabilitation et thermique pour du bâtiment existant. Voilà. Merci à vous. Merci. Je vous en prie. Bonjour, j'ai une question pour Maison et Cité. Dans le cadre du programme que vous engagez, ça me fait penser au programme Énergie Sprong de massification de la rénovation. Je voulais savoir si vous aviez des objectifs de garantie de performance énergétique sur ces rénovations. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce sont des bâtiments qui sont classés UNESCO. Et donc, on a une préservation du bâti de façon exemplaire qui ne nous permet pas forcément de travailler sur le caractère industrialisé d'une rénovation. Par contre, on dispose d'une autre typologie de logement, ce sont les bâtiments dits Camus, du nom de l'ingénieur qui les avait créés. Ce sont des bâtiments de plein pied, créés industriellement en plaques préfabriquées de béton. Et ces logements vont faire l'objet d'un programme, on en a environ 1500, vont faire l'objet d'un programme type Énergie Sprong, sur un contrat de performance, appel d'offres en contrat de performance, sur l'industrialisation d'un bardage, qu'il soit ossature bois ou isolant de quelque nature que ce soit, en tout cas industrialisé, qui nous permettrait d'intervenir très rapidement en donnant un coup de jeune à ces cités qui sont souvent mitoyennes des cités minières. Hein, c'est les cités qui ont été reconstruites dans l'après-guerre pour reloger très rapidement du monde. Et donc ces cités-là doivent faire l'objet d'une réhabilitation et on va tenter de massifier et d'industrialiser sur le projet Énergie Sprong, tout en gardant plutôt la dominante industrielle plutôt que la dominante zéro énergie. Aujourd'hui, le bailleur social se doit d'agir en bon père de famille et les derniers kilowatts économisés coûtent très très cher. Et donc aujourd'hui, le choix est fait de partir sur une industrialisation, mais sur un gain qui ne sera pas une consommation énergétique qui ne sera pas à zéro, qui sera plutôt 30-40 kWh, qui réduira de façon drastique la consommation, mais qui gardera le projet dans un équilibre économique soutenable. Merci beaucoup. Le temps est arrivé à son terme. Une petite synthèse, vous voulez, Hakim, pour terminer? Un petit mot de synthèse? Écoutez, pourquoi pas, pour le coup très synthétique, voilà. J'ai compris le message. Non mais voilà, on a essayé de donner à voir ou de faire de la démonstration qu'au cours de l'année passée, depuis le lancement de la Banque des Territoires, il y a eu du concret sur cette thématique qui est vraiment, pour le coup, extrêmement importante. Il y a eu des réalisations dans le domaine des bâtiments publics, mais également du logement social, logement intermédiaire, le logement libre. C'est important de le souligner, avec une palette d'offres en matière de prêts, d'investissement, dans le cadre
de notre mandat via le PIA et des offres de conseils, et également via notre opérateur CDC Habitat, le groupe, et je pense également, bien évidemment, dans ce cadre-là, à Maison et Cité. Donc voilà, du concret, c'est déployé, et un engagement avec une finalité qui est claire et simple, c'est participer à notre échelle, finalement, à réduire la facture énergétique à la fin du mois pour les citoyens et les habitants de ces logements. Du concret. Et si jamais vous avez d'autres questions, vous restez là, messieurs. Vous passez la journée ici, une partie de la journée ici. On essaie de vous attraper pour prolonger la conversation. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre. On peut les applaudir. Voilà, on va tout doucement faire la transition vers la prochaine masterclass sur l'environnement et la biodiversité. Je vous en prie, vous pouvez soit rester avec nous, soit poursuivre votre programme.